Pierre Gabaret. Merci Jean-Paul. On comprend tout de suite que Jean-Paul vient de présenter les grands enjeux de cette course à l'espace. Et cette course à l'espace qui... merci. Merci, Monsieur le Président, de me libérer de cette façon-là. Donc le masque, effectivement, est un frein. Alors, je vais revenir brièvement sur les acteurs impliqués que nous présentons dans la première partie du rapport. L'espace attire bien évidemment de plus en plus d'États. Une quarantaine disposent aujourd'hui de programmes spatiaux nationaux et une centaine de propriétaires de satellites. Tous ne sont pas toutefois des puissances spatiales. Bien évidemment, seuls 10 États et associations d'États répondent à cette qualification, car ils sont autonomes pour la fabrication et le lancement de leurs satellites. Il s'agit par ordre chronologique de la Russie, des États-Unis, du Japon, de la Chine, de l'Europe, de l'Inde, d'Israël, de l'Iran et des deux Corées. Il est important de noter que les États-Unis se distinguent nettement et très nettement des autres puissances spatiales. Le budget spatial américain est environ 50 milliards de dollars. On dit environ parce qu'on n'arrive pas totalement à le cerner. Soit la moitié du budget spatial mondial. Et ce budget garantit aux États-Unis, bien évidemment, une avance considérable. Il est aussi intéressant de noter que l'administration de Donald Trump a relancé la course à la Lune. Alors, avec le programme Artemis, depuis 2019, ce programme prévoit d'y envoyer des astronautes dès 2025. Il nécessitera la création d'une station spatiale habitée en orbite lunaire appelée Lunar Gateway. Pour sa part, la Russie perd de la vitesse. Alors qu'elle a été longtemps cette première puissance spatiale, elle est reconnue pour ses compétences techniques. La comparaison avec la Chine est frappante. Cette dernière a choisi une politique spatiale ambitieuse, bien évidemment. Parmi les symboles de cette politique figure la nouvelle station spatiale chinoise baptisée Tiangong, qui pourrait être opérationnelle d'ici la fin 2022. On dit qui pourrait, c'est toujours au conditionnel. Ou encore le projet de base scientifique lunaire en coopération avec la Russie. En parallèle de ces initiatives étatiques, ce sont surtout des entreprises qui ont bouleversé le paradigme spatial. On parle de New Space, un phénomène venu des États-Unis, personne ici ne le découvre aujourd'hui, et qui correspond à une véritable révolution industrielle, avec des innovations technologiques et surtout organisationnelles majeures, des financements nouveaux, une baisse du coût d'accès à l'espace. Vous connaissez sans doute les entreprises les plus emblématiques, et je ne vais pas vous les rappeler, mais SpaceX, Blue Origin ou encore Virgin Galactic sont extrêmement présentes. SpaceX, créée par Elon Musk, est la première entreprise à avoir récupéré en douceur le premier étage d'un lanceur, 2015. Rupture technologique qui fait chuter infiniment le coût du lancement. Il est toutefois très important de rappeler que ces acteurs privés ont été activement soutenus par les institutions américaines avec l'attribution de nombreux contrats publics et des transferts de technologies. Cela est trop souvent méconnu, mais je pense qu'il faut revenir dessus et ça explique énormément de choses quand on sait que ces entreprises sont, les tirs pour ces entreprises sont subventionnés par, on va dire subventionnés ou aidés par le public, les entreprises publiques. Donc, sans cette aide, la société SpaceX n'aurait jamais pu se développer aussi facilement et surtout n'aurait pas survécu aux difficultés financières qu'elle a pu rencontrer à plusieurs reprises. Alors, cette présentation des acteurs nous amène à une question simple. Comment se positionne l'Europe dans cette course à l'espace ? L'Europe spatiale est divisée à 3 niveaux. L'Agence spatiale européenne, ou l'ESA, qui réunit 22 États, dont 3 non-membres de l'Union européenne, qui sont la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse. L'Union européenne et les États. L'Europe est aujourd'hui considérée comme une puissance spatiale
puisqu'elle est autonome pour ses lancements et pour la construction de ses satellites. Jean-Paul et moi avons pu visiter le centre spatial guyanais et ce port spatial de l'Europe, j'allais dire ce sport, c'est presque la même chose, est assisté et nous avons assisté au lancement sur Ariane 5 de 2 satellites construits par Thales Alenia Space le 23 octobre dernier. Au cours de nos auditions à Toulouse, en Guyane ou bien évidemment en visioconférence, on a pu constater à quel point nous pouvions être fiers de l'industrie spatiale européenne, la deuxième au monde. Un tiers des satellites est fabriqué en Europe. Et nous avons pu également rencontrer des universités et des grandes écoles, ainsi que des étudiants. Et on peut vraiment témoigner de la grande qualité des formations qu'ils reçoivent, particulièrement en France. Et 3 étudiants toulousains, enfin il n'y en a que 2 aujourd'hui parce que ce n'est pas très original, mais il y en a un qui a le Covid, ont 3 parcours différents et sont d'ailleurs avec nous, donc je le rappelais, ils sont à côté. Je ne sais pas si... Ah, voilà. Pardon ? Le Covid a malheureusement atteint ma circonscription, terriblement préservée, tu l'imagines bien, pendant très longtemps. Mais voilà. Quelqu'un de la tienne est venu sûrement sur la mienne. Et ce qui nous fait dire une chose que l'on savait déjà, c'est qu'on a indéniablement des talents en France et en Europe. Et toutefois, il est indéniable que l'industrie spatiale européenne est confrontée à une concurrence internationale, croissante, très croissante. Les innovations technologiques sont telles que les prix commerciaux sont si bas que l'industrie spatiale européenne n'évolue pas et sa survie même pourrait être en jeu. Et par ailleurs, l'Europe demeure encore trop dépendante envers les États-Unis pour la surveillance et l'exploration de l'espace. Enfin, et surtout, nous avons pu constater un manque d'unité entre les pays européens. Et malgré plusieurs changements institutionnels récents, l'Europe spatiale demeure morcelée et la répartition des rôles ne semble toujours pas optimale. Bien sûr, il y a eu des tentatives récentes pour en améliorer la gouvernance. Et on peut encore craindre une duplication de certaines tâches entre l'ESA et l'Union européenne. De même, malgré une tendance à la hausse, le budget spatial européen total pour acteurs publics européens, tous acteurs publics européens confondus, représente seulement 11,5 milliards d'euros, soit 3 fois moins, et même plus, que le budget américain. Et ce, alors même que la population américaine est moins nombreuse que la population européenne. De plus, les États-Unis disposent également de capitaux privés, très importants, et on le voit, pour développer l'industrie spatiale, ce qui n'est pas le cas en Europe. Dans ce contexte, l'écart avec les États-Unis continue à se creuser. Surtout, nous avons pu constater des écarts d'ambition entre les pays européens eux-mêmes. En témoigne d'ailleurs l'habitude de certains États qui utilisent des lanceurs non européens pour leur mission institutionnelle. Et ce n'est bien sûr pas le cas de la France qui a toujours défendu, et ça on doit s'enorgueillir, une industrie spatiale européenne forte et indépendante. Alors vos rapporteurs, ici présents, regrettent d'ailleurs l'absence de principe de préférence européenne. C'est vrai que nous l'aurions souhaité, et on est nombreux, je crois, en députés, à souhaiter ce genre de fait. Une préférence européenne contraignante qui obligerait les États à utiliser les lanceurs européens pour leur mission au moins institutionnelle. En résumé, il manque une coordination et une vision stratégique commune. Enfin, à l'inverse du modèle de production très concentré proposé par SpaceX, les outils de production sont terriblement dispersés sur le territoire européen et cela est en plus favorisé par la règle dite du retour géographique. Selon cette règle, la contribution financière dotée par un État membre de l'ESA doit être redistribuée en proportion à ces industries sous la forme de l'attribution de contrats.
Et pour certains acteurs auditionnés, cette règle entraîne un saupoudrage des contrats et une duplication des savoir-faire dans plusieurs pays. La duplication du savoir-faire, c'est vraiment un regard particulier que l'Europe doit avoir et doit comprendre. Nous avons présenté les grands enjeux liés à l'espace avec un focus sur l'Europe, et ces différents points étant posés, nous proposons 34 recommandations très concrètes, extrêmement concrètes, pour définir de nouvelles stratégies spatiales françaises et européennes. Le calendrier, avec la présidence française de l'Union européenne, puis la conférence ministérielle de l'ESA dès novembre 2022, joue en notre faveur. Notre premier axe de proposition correspond aux actions que la France peut mener sur son territoire. Et notre budget public dédié à l'espace doit tout d'abord être au minimum préservé, bien sûr. Mais on est tous d'accord pour penser que l'augmentation doit être possible dans ces prochaines années. Elle est absolument nécessaire. Les efforts en faveur de l'innovation industrielle et de l'émergence de start-up, c'est évident. Dans ce domaine aérospatial doivent contribuer à être renforcés pour permettre à l'industrie aérospatiale française de rester compétitive. Ils doivent suivre 3 directions. Des transferts de compétences, de l'achat direct de produits ou de services pour que les entreprises bénéficient d'un premier client et des investissements en fonds propres. Dans le domaine des micro-lanceurs, qui a tant fait débat, la France doit rattraper son retard, et cela au plus vite. Surtout, nous proposons d'inclure les citoyens dans la réflexion sur la politique spatiale française. Ça, c'est une solution importante aussi. C'est une proposition importante, parce qu'en impliquant les citoyens, il est bien entendu qu'on fait rentrer, au-delà du rêve, cette forme de paix que l'on a et que l'on doit protéger dans l'espace. Nous proposons d'organiser une consultation publique nationale sur le spatial en s'inspirant d'une initiative canadienne, que nous présentons dans ce rapport d'ailleurs. Et je vous invite à le lire, et précisément ce passage-là. Il est important. Cette consultation pourrait servir à rédiger la prochaine loi relative aux opérations spatiales qui est actuellement en cours de préparation. Et nous demandons aussi un véritable examen au Parlement et non l'utilisation d'ordonnances. Dans ce contexte international actuel, un grand débat parlementaire sur le spatial est, vous l'avez constaté ce matin, indispensable, d'autant plus que le dernier remonte déjà à 2008. Et notre deuxième axe de proposition concerne l'échelon européen. Les grands projets européens en cours, dont le célèbre projet de constellation européenne, doivent être accélérés. Et jusqu'ici, le calendrier semblait s'allonger alors que les projets concurrents se multiplient. Nous recommandons également de développer un système européen de surveillance des activités spatiales et de suivi des débris spatiaux autonomes des États-Unis, en encourageant le partage de données entre les États et en investissant dans les nouveaux équipements. De plus, nous proposons un assouplissement de la règle dite du retour géographique et lors de la prochaine conférence ministérielle de l'ESA, ou à défaut, une utilisation plus large du dispositif dit de juste contribution. Ce dispositif, déjà mis en œuvre dans les projets relatifs aux télécommunications, tels que Neosat et Flexsat, laisse le champ libre aux industriels pour s'organiser et le retour géographique évoluant au fil des projets. Enfin, nous proposons que, lors de la prochaine conférence ministérielle de l'ESA, de relancer le débat sur le vol habité. Il fait rêver, et vous avez vu, le rêve, c'est quand même le mot le plus significatif qui soit quand on parle de l'espace. Il fait rêver le grand public comme les équipes scientifiques. Le vol habité assurerait une activité au CSG sur plusieurs années. Et au-delà, il présenterait un intérêt technologique et permettrait d'anticiper un besoin d'autonomie dans le cadre d'une future présence permanente d'humains sur la Lune. L'Europe perdrait de l'influence si elle continuait à dépendre des États-Unis ou même de la Russie sur ce sujet.
Alors je laisse maintenant Jean-Paul aborder le troisième axe des propositions et il porte sur les questions multilatérales.